Donc je me présente, moi je suis Rémi Osterman, je suis le président de KNX France. J'ai cette immense chance et en tant que président d'être entouré d'une superbe équipe et ça je le rappelle systématiquement parce que un président tout seul il fait rien. Alors on a la chance d'être là aujourd'hui, KNX France, et on a et je remercie la chance d'être chez Rexel qui nous accueille dans leurs locaux et c'est une vraie opportunité de vous recevoir ici aujourd'hui. Donc merci d'être là. Euh, Moi, en deux mots, je veux rappeler que KNX France, c'est un ensemble, un écosystème. Et si on est là, c'est pour vous montrer en quoi KNX contribue à décarboner, j'allais dire, les bâtiments, à améliorer l'efficacité énergétique, à apporter plus de confort, de performance dans les bâtiments. Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, la transition énergétique, hein, la digitalisation, l'électrification des bâtiments d'une manière générale. Donc, en ça, et c'est ce que vous voyez aussi dans les présentations et dans l'événement que l'on a aujourd'hui, on propose pas que des solutions, parce que souvent on dit KNX, ouais, KNX, des produits qui communiquent entre eux, et depuis 30 ans, et c'est extrêmement important de l'avoir en tête, oui, parce que les fondamentaux de KNX sont extrêmement robustes. Les mécanismes, les outils et les produits donnent des garanties énormes. Et ce qu'on fait dans KNX France, c'est bien au-delà, c'est qu'on propose tout un écosystème à la filière, un écosystème aux clients finaux, hein. Ça veut dire un écosystème composé des fabricants qui vous proposent des offres, des solutions, mais aussi des centres de formation, des écoles, des universités qui nous accompagnent. Et quand je dis qui nous accompagnent, qui accompagnent les jeunes ou les gens qui veulent tout simplement changer d'orientation professionnelle pour aller dans le bâtiment intelligent, pour participer à ces gros changements. Et derrière tout ça, on a dans notre écosystème un pôle d'intégrateurs. On a appelé ça le collège intégrateur KNX France. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que sans eux, il n'est rien. On peut mettre des produits en œuvre, mais c'est eux qui vont les mettre en œuvre et c'est eux qui vont les maintenir. Donc on fait des bâtiments qui sont bien conçus, qui sont bien déployés, qui sont bien mis en œuvre, mais surtout qui sont bien maintenus dans le temps, hein. Donc ça, c'est extrêmement important. En ça, KNX France donne des vraies garanties, je vous dis, aux clients finaux. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des produits et des hommes, et un ensemble de centres de formation qui accompagnent tout ça dans le temps. Voilà, ça c'est extrêmement important. Vous aurez l'occasion de discuter avec les fabricants, les centres de formation et les intégrateurs qui sont ici localement et les représentants du groupe national lors des échanges qu'on pourra avoir après cette conférence. Alors, je remercie encore une fois Rexel, à qui je donne la parole, hein, Moi, donc directeur du pôle Languedoc pour Rexel. Autant vous dire que nous sommes vraiment très fiers, toutes les équipes Rexel, de vous accueillir ici pour cette étape du KNX Tour. KNX Tour, c'est le KNX, cette association Rexel, bien entendu, en fait partie. Ça montre, nous, comme tu viens de le rappeler, notre engagement, nous également, à participer à tout cet écosystème, à apporter notre pierre à l'édifice à cette transition énergétique. Et on est d'autant plus fiers de le faire ici dans notre agence de Montpellier, qui a été le premier bâtiment qui a été construit avec une gestion intelligente du bâtiment et qui embarque toutes les fonctionnalités, tout ce que peut offrir aujourd'hui le KNX. Donc ça a été fait il y a quelques années, ça a été fait en développement avec en plus une petite fierté locale, on va dire, ici, parce que pour la petite histoire, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps chez nous, Laurent Souchon de la société Hades, qui a monté depuis sa société, mais qui a fait ses armes chez nous, qui a travaillé, qui a fait ses armes, qui a occupé le premier poste de responsable développement efficacité énergétique chez Rexel, qui avait dans son accompagnement, dans son parcours professionnel, obtenu le titre de meilleur ouvrier de France dans cette catégorie, et qui, quand il a monté sa société, bon, on a fait appel à lui, et c'est lui qui a participé ici à la mise en place de ce beau bâtiment. Donc c'est pour faire le lien et pour rebondir sur ce que tu dis, sur la nécessité de cet écosystème, d'avoir du partage entre nous tous, de la filière. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'était une véritable chance d'échange, d'apprentissage pour mes équipes, d'apprentissage également pour vous. Donc merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée. Il fait chaud dehors, mais à l'intérieur, normalement, on sera bien. Tout a été mis en place de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Merci à vous. Merci à vous.
Bonjour à tous. Je rejoins messieurs avec tout ce qu'ils ont dit. Moi, je suis Rodrigue Ballan, je suis le Sales Manager international de KNX et je suis là parce que j'aimerais bien être à côté sur le terrain. On est aujourd'hui, on soutient tout ce que KNX France fait, on est aligné sur tout ce qui est sur le terrain et ce qu'on veut mieux et plus, c'est que vous venez vers nous, vous êtes nos clients. On est là pour vous soutenir aussi, pour vous donner tout ce que vous avez besoin pour pouvoir créer cet écosystème et pour pouvoir en plus intégrer tous les produits sur le terrain. Voilà, alors je suis allemand, pour le français ça va, mais si vous avez des questions, je serai présent avec vous dans le magasin et merci encore une fois pour Excel et pour l'invitation d'être là. Ouais. Merci. Merci pour le soutien de KNX International. C'est extrêmement important pour KNX France également, parce ça donne également une portée, un intérêt. Et encore merci. Alors, merci, merci. Bonjour à tous, Marie-Pierre Poinsard, donc représentante du collège intégrateur KNX France. On est là présent sur le KNX Tour pour justement faire ce lien entre fabricants, centre de formation et vous, installateurs, bureaux d'études, architectes. On est vraiment leur réseau présent nationalement pour vous servir de support et d'accompagnement dans vos installations, dans vos projets. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On a toujours des services à la carte, que ce soit la partie prescription, partie installation, mise en service et surtout maintenance des bâtiments dans le temps. Tous les bâtiments évoluent énergétiquement. On a besoin de faire ce suivi, ces évolutions. Vous n'avez pas forcément tout le temps les compétences pour le faire. On est là pour vous accompagner pour pouvoir le faire. Justement, sur l'accompagnement, je vais laisser la parole à François Meyer, qui est là sur le pôle formation pour vous présenter un nouveau petit projet qui est en train d'être mis en place pour justement proposer cet accompagnement. Et nous, on est là pour vous répondre à vos questions, partie intégration. François ? Merci Marie-Pierre. Bonjour à tous, François Meyer, responsable de formation et technique au sein de KNX France. Donc, pour aider le collège intégrateur à recruter ou en fait à prendre du sens à leur mission, l'idée c'est que si vous, installateur électricien, vous avez des appréhensions pour passer dans le monde KNX, on est en train d'étudier une espèce de passeport d'accompagnement. L'idée, c'est que si vous êtes sollicité par un de vos clients, n'hésitez pas à dire oui. Sachez que le collège intégrateur va vous aider à réussir le premier projet. Donc, les modalités sont en train d'être écrites. Dans l'idée, c'est vous qui faites, et puis le membre du collège intégrateur regarde par-dessus l'épaule si c'est bien ce que vous faites, et puis au moins vous êtes serein, et vous savez dire à votre client, oui, je peux répondre à votre demande et oui, je peux vous faire votre chantier en KNX. Donc ça, c'est le projet. Et pour plus de renseignements, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, beaucoup de choses. Bonjour tout le monde. Je m'associe à tous les messages qui sont passés et ma présentation, ça va être à la fois concentrée sur KNX, où l'exemple de mise en œuvre, c'est KNX. À la fin, je vais y revenir avec des éléments de développement de KNX lui-même. Mais entre les deux, ça va être une présentation qui montre comment KNX répond à tous les enjeux réglementaires en France. Je vais les décrire brièvement. Et notamment, en dernier temps, il y a tellement des avancées, je vais dire mois par mois, quand vous regardez tous les discours politiques qui est bien engagé dans la transition écologique sur lequel on met tous les autres programmes. Parfois, ce n'est pas toujours évident de voir où se trouvent les choses. Donc, j'ai essayé dans ma présentation de faire toutes ces liaisons. Donc, toujours, je vais rester dans KNX et les décrets BAX et tertiaires. Les enjeux, cadre réglementaire et terminologie, c'est justement une toute petite pierre de comment toutes ces choses s'imbriquent. Pour l'industrie de la régulation IGTB, Building Automation Control, qui veut dire BAC. Déjà, j'ai fait la première liaison entre BAC et BAX, qui est Building Automation Control System. Donc, voilà l'origine de la terminologie qui est anglo-saxonne, mais qui a été tout simplement transposée en France à partir de la Commission européenne. Dans tous les autres pays, peut-être qu'on peut avoir d'autres types de traductions, mais en France, on a tout simplement le BAX. Ça, c'est quoi? C'est régulation IGTB. L'enjeu est d'être conforme aux réglementations françaises et européennes
pour jouer son rôle de contrôle commande et monitoring, donc assurer le confort de tout type, pas seulement température, humidité, CO2, etc. En même temps, la santé et la productivité dans les bâtiments, utilisant le minimum d'énergie possible et réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est l'élément fondamental de gestion de tout ce qu'on met en œuvre dans les durs. Et quand j'ai dit les durs, c'est les murs, les fenêtres, les équipements, les pompes à chaleur, etc. Mais tout ça, il faut fonctionner ensemble. Sinon, cela permet d'atteindre l'efficacité énergétique des bâtiments en Europe et en France et réduire l'empreinte carbone du bâtiment et lutter contre les changements climatiques. Malheureusement, chaque jour, on a de plus en plus d'éléments qui nous font penser qu'il faut changer quelque chose. Les cadres et contextes réglementaires, notamment en France dans les derniers 3 ans, en dehors de Covid, ce chantier, ça a été, si vous voulez, un peu fait très intensivement. Parfois, il y a des éléments qui manquent parce qu'on était occupé par ailleurs. Donc, c'était quoi? C'est la mise en œuvre de directives européennes pour massifier la rénovation énergétique, d'où le décret BAX, décret tertiaire et plan de relance qui a été mis en œuvre. Donc, ces 3 actions, c'est un trilogue. Et les évolutions de la réglementation française, le fameux RE 2020, avec l'empreinte carbone et analyse des cycles de vie. C'est une initiative française qui est unique dans le monde, DPE, économie circulaire, etc. Vous entendez tous ces mots. Qu'est-ce qu'en fin de compte, ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, les fondamentaux stratégiques, c'est que toute cette histoire, ça se base sur une approche physique de l'énergie. On parle de l'énergie, mais parfois, on s'imagine plein de choses. Mais l'énergie, en fin de compte, c'est quoi? C'est une approche globale holistique. Holistique, ça veut dire le terme, c'est qu'on prend en compte tous les éléments. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on néglige ou on laisse à côté. Holistique, de la performance énergétique. À chaque étape de la transformation de l'énergie, génération, stockage, distribution et émission. Donc, ce sont 4 phases, ça a été modélisé en 4 phases. Et je prends très brièvement parce qu'on va utiliser ces mots. Génération, c'est quoi? C'est que dans les bâtiments, on rentre avec tout type d'énergie. On appelle ça des vecteurs énergétiques. On parle des fossiles, gaz, fioul, les énergies primaires. On parle d'électricité, on parle des réseaux de chaleur, etc. Donc tout ça, c'est des énergies primaires qui rentrent et il faut générer quoi? 3 vecteurs énergétiques qu'on utilise dans les bâtiments. C'est l'air, c'est l'eau et l'électricité. Donc, intramuros dans les bâtiments, c'est 3. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est l'énergie primaire et ça peut être de tout type. Maintenant, on utilise ce qu'on a généré, les 3 types, mais soit on l'utilise et il faut les distribuer et mettre dans les pièces, là où nous sommes, soit il faut les stocker. Malheureusement, on ne peut pas très bien stocker l'énergie électrique. Ça va venir peut-être. Donc, un des moyens, c'est les ballons d'eau chaude, donc c'est thermique, et on peut stocker l'énergie. Tout ça, ça correspond en fonction de régulations plus ou moins performantes. Donc, il y a un cadre qui est normatif, et la référence, c'est cette norme NFEN ISO 52120 qui a été publiée en mars 2022. Mais elle a tout un historique, ces normes, je vais y revenir très brièvement, juste pour cet historique. Néanmoins, dès que vous voyez une norme de style 52000, c'est que c'est une indication que la norme portant ces numéros fait partie intégrante d'une méthode de calcul demandée par la Commission européenne pour la mise en œuvre des directives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que cette type d'approche énergétique, génération, stockage, distribution et émission, s'applique partout en Europe. Partant des directives, même RE 2020, si vous regardez plus proche, c'est la façon d'exprimer tous les calculs. Il y a une méthode de calcul. La performance énergétique des bâtiments, c'est tellement simple à le décrire, c'est ni plus ni moins la différence entre l'énergie qui est fournie au bâtiment et l'énergie qui est exportée au bâtiment. Tout ce qui reste et on consomme donne la performance énergétique. Je consomme plus, je suis mauvais, je consomme moins, je suis de mieux en mieux. Et on parle maintenant des bâtiments à énergie zéro, voire etc. Je ne vais pas rentrer dans ça, juste pour dire que la performance énergétique, c'est une mesure en kWh par mètre carré par année et qui donne la différence entre l'énergie fournie au bâtiment et l'énergie qui est exportée. Maintenant, le niveau de performance énergétique demandé à atteindre est au moins de classe B selon cette norme. Parce que la norme donne 4 classes
D, il n'y en a pas de régule, ça c'est énergivore, il faut éliminer. C, on a des contrôles de tous les équipements. B, c'est bel et bien c'est là, on communique en même temps. Et A, ça veut dire on fait la liaison entre les bâtiments et son monde extérieur, que ce soit des réseaux de chaleur, que les grids, que les autres choses. Voilà basiquement ce que ça veut dire ces 4 classes, qui sont décrites dans ces normes et qui ont gestion en fonction de la demande. Cela veut dire avec communication, et mise en œuvre par les protocoles de communication standardisés ouverts de type BACnet KNX. Nous sommes aujourd'hui en KNX, et voilà la première liaison très claire entre le KNX et les décrets et la réglementation, qui veut dire que la consommation à la demande, c'est quelque chose qu'on change de paradigme. Depuis un siècle, on fait quoi? On met dans tous les bâtiments autant d'énergie qu'on a besoin. On s'en fout. À l'époque, on pensait qu'on a tout à notre disposition et on ne voulait jamais être embêté, ni par le chaud, ni par le froid, ni par ce que vous voulez. Mais on donnait autant d'énergie que tous les bâtiments sont surdimensionnés, à la fois en France et à la fois en Europe. On aura du mal à rattraper tout ça parce qu'on ne peut pas tout changer. Hein. L'Europe est fait. On fait 1% des constructions neuves. On ne peut pas tout détruire et reconstruire comme il faut. Donc, voilà pourquoi c'est à la demande. Et ça vient exactement par cette norme, 52 120. Et le modèle respectif, le deuxième qu'il faut comprendre, c'est en anglais, c'est directement de la norme, c'est dans les consommateurs ce qui sont les pièces. On a bel et bien les 4 pas, les générations avec le stockage, la distribution, et quelque part les signaux énergétiques. Tout ça, ce sont des demandes qui veut dire tout simplement qu'on a atteint ce qui est prévu comme confort, température, autre chose dans une pièce, les équipements qui sont, les appareils, les régulateurs qui sont là-dedans, il faut envoyer le signal vis-à-vis de l'émission à la distribution, de lui dire arrête de me fournir d'énergie, j'ai tout ce qu'il me faut. Dès que j'ai cette information à la distribution, il faut dire à la génération arrête de consommer d'énergie et de me fournir parce que de toute façon, tout ce que tu fais, je stocke si je peux, sinon je fous tout ça en l'air, les calories, tout ce que vous voulez, c'est pour rien, et en argent et en énergie. Voilà le concept et ça marche avec la communication si on a atteint ces fameux classes B dans la norme. Pour être plus clair, je ne pense pas, si vous me dites, si on peut écrire plus clair ce que ça veut dire des consommations à la demande, c'est que dans la génération, stockage, distribution et émission, on a un bus de communication qui est de type BACnet, KNX, peut-être long, qui fait la liaison de tous ces signaux énergétiques. Maintenant, la conséquence des consommations à la demande, c'est qu'on produit uniquement ce qui est nécessaire. Ça, c'est le slogan de l'ADEME. Et en optimisant la production en fonction des besoins énergétiques. Optimisation des installations, déterminant le générateur en passant par les circuits de distribution, cela veut dire que le dimensionnement qui va être fait et les équipements qui vont être choisis vont plus être je vais mettre le max, je suis sûr que tout va bien à n'importe quelle condition, ça va être ce qu'on a besoin. La communication est nécessaire, échange de données entre les producteurs d'énergie, chaudières, groupe froid, production, etc., les consommateurs, circuits de radiateurs, des centrales de traitement d'air, ventiloconvecteurs, planchers chauffants, etc. En conséquence, le générateur tient compte de l'aval, émission et distribution pour produire du chaud-froid dans les conditions les plus économiques, régime de température plus bas, on fait dans les chaudières à condensation plus de condensation, une meilleure coupe pour les pompes à chaleur, etc. Voilà ce que ça amène, ces nouveaux concepts, et ça vient de tout ce qui est BACS, c'est la philosophie globale, ou les concepts globaux, qui se rajoutent sur les modèles de calcul et qui donnent, si vous voulez, toute la consistance de cette approche des commandes. Ça, c'était une première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est que l'approche technique d'innovation technologique, c'est de la GTB vers l'informatique et pas à l'envers. Je vais m'expliquer. C'est l'évolution standardisée des protocoles, KNX par exemple, afin de pérenniser les performances des installations pour développer une ontologie de la donnée, qualifier, enrichir la donnée, assurer la sécurité des installations. En KNX, c'est KNX Secure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dorénavant, on rentre de plus en plus dans un monde dans lequel le dialogue est de type
tout ce que je vois qui arrive par les hauts, par l'informatique. On parle de digitalisation, on peut de smart, on parle de tout l'intelligence, ce que vous voulez. Très bien avec tout ça. Mais très bien avec tout ça, ça va marcher avec une seule condition, si le niveau physique, cela veut dire ce qu'on fait, les équipements et tout ce que j'ai dit auparavant, est rempli. Parce que sinon, on a tous les beaux camemberts et tout ce que vous voulez. Donc, il y a une très claire une liaison entre le monde digital et le monde physique. Pour le développement de KNX, il faut inclure la compatibilité ascendante pour préserver les investissements des utilisateurs. KNX est un des peu des protocoles dans lesquels les régulateurs, les composants les plus anciens sont toujours vus jusqu'à nos jours. Donc, on ne jette jamais un produit, sauf si on veut faire autre chose. Mais théoriquement, tout fonctionne par la compatibilité ascendante. Il ne faut jamais oublier ça parce que toutes les nouvelles technologies qui apparaissent et qui ne respectent pas ces deux choses, les cycles de vie des bâtiments, le bâtiment reste 50 ans, 100 ans si vous voulez, et on installe une fois, et si on n'a pas sa version de compatibilité ascendante avec des nouvelles fonctionnalités, bah, il faut tout arracher, foutre la poubelle et mettre de nouveau. Voilà pourquoi la compatibilité ascendante, un des fondamentaux de KNX, il faut le respecter. Ainsi, les applications KNX sont les meilleures solutions pour la rénovation énergétique par conception. Je veux dire qu'on réfléchit en fait, tout en sachant qu'en KNX, je peux faire les pas N+1, pas avec tous les autres concepts. La massification standardisée de rénovation est assurée. En dehors de la consommation dans la demande, KNX assure aussi la liaison bidirectionnelle entre le monde physique et le monde digital. Je vais vous donner l'exemple qui pour moi est le plus pertinent pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le maintien des valeurs des consignes dans le mode physique et le choix de la même valeur dans le mode digital. C'est simple à apprendre ça. Pour que notre président fête cet hiver 19 degrés, il faut faire quoi? Bah, il faut faire 19 degrés. Comment on le fait? Bah, si je vais tourner mon point de consigne à 19. Mais il faut premièrement l'avoir. Or, dans l'instrumentation des bâtiments, cela veut dire tout ce qui est des thermostats, tout ce qui est robinet thermostatique, il y a un manque assez crasse, je veux dire, qui dépasse les 2 digits. Donc plus de 30%, 40% des bâtiments qui n'ont pas ce type des appareils. Ça, c'est une première chose. 19. Bon, on a mis 19. Je suis content. Sur mon téléphone, j'ai mis 19. Faut-il encore que, peu importe les conditions, ces 19 degrés sont tenus. Cela veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui fait moins 20 plus 30, bah, j'ai toujours 19. Cela veut dire que vous avez, quoi qu'il arrive, besoin d'un régulateur qui compare tout le temps les conditions de température extérieure, intérieure, etc. et dit aux organes de réglage, bah, tiens-moi 19. Ça, c'est physique. Et vous ne pouvez pas y passer. Et là-dedans, il faut maintenant se dire, est-ce que j'ai besoin toujours de 19 degrés? Bah, en fonction de notre saisonnalité, bah, peut-être qu'il faut faire moins, ne serait-ce qu'on n'a pas besoin de 19, ou plus s'il fait vraiment très moins 40 degrés dehors. Bah, ça, ce n'est pas le régulateur qui fait, ce n'est pas le monde physique qui fait, c'est quelqu'un d'autre, une intelligence supérieure ou humaine, si on n'a que du manuel. Mais globalement, toutes ces données sont reliées en disant, bah, pendant la journée, j'ai 19, quand je vais aller dans la chambre à coucher, je fais 16. Ah, je n'ai pas besoin de tout ça. Et pendant les jours de travail, bah, au bureau, j'ai besoin de 9h à 12h, je vais à la cantine, je reviens à 14h, je parle à 17h. Donc vous voyez que c'est un cycle de réglage des valeurs des consignes. Ça, c'est dans le monde digital. Il faut mettre une intelligence qui fait la programmation horaire, ça s'appelle comme ça, mais on peut le mettre ensuite sur d'autres types de fonctionnalités à ce niveau-là. Et voilà l'équilibre entre le monde physique, qu'il faut toujours être présent, et le monde digital, qui peut être manuel, ou par ordinateur, ou par intelligence artificielle, ou digital, ou intelligent. Mettez les mots avec lesquels vous êtes les plus clairs. Maintenant, on est maintenant dans la phase réglementaire. Des moyens mis en œuvre sans précédent en France, je peux le dire en pleine connaissance des causes. On a une exigence des moyens.
Ça, c'est le décret BACS, issu de la directive européenne de 2018. C'est une obligation d'installer des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments performants pour les bâtiments tertiaires ayant un système chaud-froid et ventilation supérieur à 290 kW d'ici le 1er janvier 2025. Ça, c'était le premier décret BACS. On a en France, depuis cette année, un deuxième décret BACS qui dit le seuil abaissé avec un deuxième décret à 70 kWh. Quand vous mettez ces deux valeurs, cela veut dire que globalement, on atteint plus de 80% de tous les bâtiments en France qui sont concernés. Qui dit de l'autre côté, si vous écoutez mon discours auparavant, cela veut dire que ça peut rattraper tous les retards de non-gestion de tous les bâtiments résidentiels, maisons, etc., etc. Voilà pourquoi c'est une exigence de moyenne. Il y a d'autres choses qui ont été améliorées. Le retour sur investissement doit être bel et bien à 10 ans, etc. Mais l'essentiel, il est là. Les exigences de résultats, c'est le décret tertiaire. Réduction de la consommation énergétique. Et maintenant, c'est assez simple. Vous avez les décennies, il faut rajouter 10, 40, 2030, 50, 2060, au travers d'actions spécifiques. Et ces actions spécifiques, c'est justement installation d'équipements performants, dispositifs de contrôle et de gestion active, modalités d'exploitation des équipements, adaptation de l'éco à usage, économie en énergie, et les comportements des occupants. C'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous arriver, ou nos enfants, ou les générations futures, qui doivent avoir un peu, beaucoup plus soin de ce qu'ils font dans leur milieu de travail. Juste pour suivre, mais la dernière phrase est très importante, les triptyques, l'alignement des planètes pour tout ça, c'est qu'il y a un financement amplifié, ça s'appelait plan de relance, dans lequel 7,5 milliards, c'est pour le secteur du bâtiment. C'est pour la première fois que le rôle exemplaire du secteur public est financé. Cela veut dire qu'on a dit dans toutes les réglementations, le jour par jour, commençons, nous, l'État, de donner l'exemple. Ah ben, l'État a beaucoup de patrimoine et c'est pas trop occupé de tout ça, est en train de vendre les bijoux de la famille parce que ça coûte trop cher de faire des rénovations énergétiques là-dedans. Opération éligible et inclut action de gains rapides à faible investissement, donc le système de régulation IGTB. Si vous regardez de plus près, l'investissement le moins coûteux et qu'on obtient beaucoup plus de résultats, c'est bel et bien dans tout ce qui est les équipements, parmi lesquels les solutions KNX. Ça donne aussi un coup de pouce pour les entreprises de TPE-PME. Mais ce qui est en rouge là-dedans, et qui va être aussi une partie de mon exposé, c'est que ces financements sont cumulables avec des fiches d'opération standardisées, les fameux fiches C2E. Pour la première fois, je vous pose une question. Vous êtes familier avec toutes ces fiches C2E, vous les utilisez? Donc, je vais rester un tout petit peu plus sur ça. Et toutes ces fiches sont de GTB, programmation, intermittence, équilibrage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parmi tous les moyens qui sont mis en œuvre, pour la mise en œuvre de décret BACS, ces fiches C2E ont été augmentées par 2 pour la période intermédiaire pour accélérer justement la mise en œuvre de tout ce qui est régulation IGTB, parmi lesquels tous les produits KNX. Cela veut dire, c'est assez simple de comprendre, tout ce qui est dans la réglementation, on commence par la classe C qui dit ni plus ni moins, chaque équipement sa régulation ou son contrôle, et chaque bâtiment son contrôle ou sa GTB. C'est ça ce qui veut dire la classe C, et qui est ni plus ni moins ensuite bonifiée si on passe par la communication de la classe B, et qui est bonifiée de nouveau si c'est la classe A. Voilà pourquoi c'est troisième qui est en rouge, c'est important de nos jours. Ensuite, très simple, c'est un transparent qui donne toute l'histoire. À partir des années 2000, c'est la fameuse RT 2000. 2002, première, si vous voulez, directive européenne et première standardisation qui a été faite. RT 2005, deuxième directive 2010 avec son mandat, RT 2012, 2018, les fameuses nouvelles directives, donc il y en a 3, des réglementations françaises il y en a 3, mais il y en a aussi la 4e, RE 2020. Et là où nous sommes avec la fameuse norme NFEN 52120, on a les décrets BACS, on a les décrets tertiaires, on a les plans de relance,
Et de nouveau, la directive est en cours de révision. Mais néanmoins, la France, telle que vous le regardez, est toujours en avance de 2 à 5 ans. Je dis cette phrase pas cocorico et autre chose pour une simple raison, c'est que les dialogues avec les constructeurs, les installateurs sont parfois perturbés par d'autres types de dialogues qui viennent côté d'autres filières et qui viennent vis-à-vis de toute la réglementation européenne. Et tel décalage, c'est la 4e fois que ça s'applique et nous sommes au-dessus de tout ce qui va venir dans la nouvelle directive. La France surtranspose et fait beaucoup plus de toutes les autres choses. Voilà ce qu'il faut comprendre et de faire attentif à la réglementation française parce qu'elle est au-dessus de toutes les autres choses. Voilà le déploiement des BACS. Ça vient directement du gouvernement. Cela veut dire en 2021, on a fait le premier décret BACS, 270 kW. Ensuite, on a mis en application et vous voyez que depuis 2021, dans les bâtiments neufs, tout ce qui est bleu, c'est du neuf, tout ça, c'est des rénovations. Tout ce qui est supérieur à 290, du neuf, on est obligé de faire des équipements, des systèmes, d'installer un système. En 2023, en avril, on a sorti le décret, si vous voulez, le 2e décret BACS, que je viens de vous exprimer, qui baisse le seuil à 70 kW. Et dans la rénovation telle qu'il est exprimé, donc on commence avec le neuf et il faut qu'on rattrape tout ce qu'on peut entre cette année et cette année avec tous les existants, mais ensuite ça va être obligatoire. Si on n'a pas fait pendant cette période-là, on sera obligé de rendre compte pourquoi on ne l'a pas fait et maintenant il faut faire. Et il faut faire pour 290, donc ça et ça, et ensuite il faut faire pour les 70 kW. Voilà comment ça marche, ces réglementations, et de nouveau, c'est aussi les solutions KNX s'intègrent là-dedans. Quelque chose de plus, c'est que le déploiement vient avec quelque chose. Nous avons demandé, donc toutes les associations, on a demandé, c'est qu'il y a un document, mise en œuvre des systèmes d'automatisation et de contrôle, BACS, dans les bâtiments tertiaires, guide d'application du décret BACS. Et ici, vous avez le PDF, tous ces documents que je présente sont du domaine public, et ils peuvent être mis à disposition, soit par KNX France, soit par BACnet France, soit par l'ACR, qui est le syndicat de BACS, qui font partie de la communauté BACS. Je suis en train de vous dire que les installations KNX sont des installations BACS, tout simplement. Voilà ce qu'il faut comprendre de tout ce que je viens de dire. Ça va plus loin. Pourquoi? Parce que en ayant de faire ça, il va falloir suivre et aider tous les marchés pour mettre en œuvre ces BACS, même si les documents existent. Et c'est pour la première fois qu'il y a une initiative qui a été faite par les syndicats ACR, à savoir, depuis le 23 mars, on a annoncé la création de l'Alliance BACS. On l'a appelée ainsi. Et l'Alliance BACS, c'est la plateforme d'analyse, de réflexion et d'action pour l'efficacité énergétique des bâtiments et la réduction de leur empreinte carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est clair. Par contre, son objet consiste à développer des outils pour l'information, la formation, l'aide à la mise en œuvre et qui puissent faciliter la mise en œuvre des réglementations en France relatives aux BACS. Tous les aspects peuvent être pris en compte en fonction des profils d'acteurs économiques concernés par l'objet d'Alliance BACS. L'Alliance est ouverte aux acteurs économiques, parties prenantes sur le marché des bâtiments sur tous ces aspects et avec des profils complémentaires aux constructeurs. Donc, qui veut dire, ni plus ni moins, que le premier sujet qu'on va traiter, c'est comment les fiches C2E, cela veut dire le financement, est traité et mis en œuvre pour répondre au décret BACS avec toutes les fiches respectives. En même temps, dans tout ce que je viens de présenter, cela veut dire que les membres des réseaux de communication, je parle KNX, BACnet, font partie, s'ils le souhaitent, de l'Alliance BACS. Cela veut dire en même temps que tous les installateurs, distributeurs, architectes, bureaux d'études qui ont besoin de toute l'information et comment classifier notamment les installations s'ils sont conformes à une classe selon la norme, tout ça, ça va être des outils qui sont mis à la disposition.
Pour faire tout ça, les ressources sont au syndicat ACR qui met à la disposition tout ça. Mais en même temps, on travaille très étroitement, au moins dans la communauté BACS que j'ai décrit auparavant, à savoir KNX France, BACnet France et syndicat ACR. De plus, une formation BAC sera assurée avec le déploiement par une instance de formation qui est BAC Compétences Bâti Actu, donc qui va être fait à partir du mois de septembre. Les annonces vont être faites. Voilà comme nous, on s'intègre de faire tout cet accompagnement, parce que présenter par moi, je ne me souviens pas combien de minutes, serait une chose, mais passer des projets, des fiches C2E, financement, et ensuite de suivre tout ça, ça va être peut-être pas aussi simple que ça. Et je dois vous avouer que je m'écroule personnellement devant tous les demandes de support et des questions qui sont normaux. Et là, il va falloir mettre des ressources. Voilà d'où l'Alliance BACS a en charge de faire ça et qui est en dehors des constructeurs. Ça veut dire constructeurs plus toute la valeur ajoutée qui est vis-à-vis jusqu'à des clients. Maintenant, nous sommes quand même en KNX. Je vous avais promis que je vais vous parler de comment KNX va évoluer dans l'avenir proche, voire c'est déjà fait. Premièrement, c'est l'évolution vers l'IoT. Il a été prévu de tous les débuts de réunir la base installée avec le nouveau monde IoT de KNX aussi facilement que possible. Toujours être en compatibilité ascendante, peu importe ce qu'on rajoute. Le fait que KNX utilise uniquement ETS de façon payante minimise l'effort de connexion entre KNX classique et KNX IoT, toujours le même outil de mise en œuvre. Cela veut dire, tel qu'il est au ETS, ça ne va pas être développé autre chose pour prendre en compte ces IoT. Évolution par conception, by design on dit en anglais, mais par conception. Utilisons la standardisation pour le développement du référentiel KNX et la mise à jour de la documentation dans le domaine public et du programme de certification. Cela veut dire que pour les marchés, ça ce sont les données de développement qui ont été mises en œuvre. Chacun peut faire exactement ce qu'il souhaite. Continuer à travailler sur des projets avec KNX classique. Donc tout ce qu'on connaît, on a mis le nom KNX classique. Créer de nouveaux projets que dans le monde nouveau. Créer de nouveaux projets avec KNX IoT. Créer de nouveaux projets avec KNX classique et KNX IoT. Éteindre les projets KNX classiques existants avec KNX IoT. Étant donné qu'il n'y a rien ne change dans la façon d'utiliser ETS, l'intégration a lieu en arrière-plan et ne nécessite que quelques étapes simples. Qui veut dire que les fondamentaux de KNX qu'on vous dit depuis 30 ans vont être respectés dans l'avenir, inclus la mise en œuvre de tout ce qui est les IoT. Maintenant, ça vient avec quoi ces choses? C'est qu'il est donné en ouvert que dans le monde digital, on peut faire des applications sur les mondes respectifs, sur les mondes des bâtiments, tout en respectant que je viens de vous dire, à savoir les liaisons très claires entre le monde physique et le monde digital. Ici, on peut inventer ce que vous voulez, tous les camemberts et toutes les autres choses, mais ça ne marchera pas si on dit que ça consomme trop. Comment j'ai fait pour faire autre chose? Ah bah, seulement avec ces applications, vous ne faites rien. Il faut mettre des matos, sinon ça ne marchera jamais. En même temps, c'est sémantique, les données du projet peuvent être mises en œuvre sous un format plus libre, accessible, hein, pas seulement que dans le langage technique. Je ne reste pas beaucoup plus ici. Et de l'autre côté, on peut mettre que des nouveaux sondes, tout ce que vous voulez, donc des IoT, et de les reprendre en données dans le niveau plus haut. Voilà sur quoi c'est l'évolution KNX et IoT. Et la dernière partie de mon exposé, je passe ensuite à toutes vos questions qui ont pu susciter ma présentation. On parle beaucoup de carbone. Cela veut dire que d'une façon très claire, tout le monde, inclus les fabricants, commence à revoir toute la façon dans laquelle nous on construit nos équipements, nos régulateurs, etc. Et c'est le premier pas vers l'économie circulaire, donc cela veut dire réparabilité, et réduire toutes les substances qui rentrent dans nos composants. Mais ce n'est pas suffisant ça. Si vous regardez dans le monde de la communication et développement pas par pas, on a des solutions simples, ça se fait par engineering, pas par conception, dans lesquelles on rajoute des boîtes ici et j'ai fait des transferts de ce protocole dans ce protocole qui rentre dans ce protocole. Okay.
On peut discuter, ça marche. Mais on peut discuter de la cohérence de toutes les données. Vous imaginez ensuite de redévelopper des applications derrière, c'est la croix et la bannière. Mais ça marche. Mais en faisant ça, on fait quoi en même temps? On rajoute des boîtes qui rajoutent d'empreintes carbone. Et ensuite, tous ces boîtes, est-ce qu'elles vont au recyclage? Vous voyez ce que je veux dire au point de vue industriel, rapproche respective, pas au point de vue client, qu'il faut donner toujours satisfaction. On rajoute des carbones pour en finir. Cette phrase veut dire ni plus ni moins, si de façon native. Et c'est le cas. Native veut dire quoi? Que les équipements qui ont des liaisons KNX, Magnum, OK, cela veut dire qu'ils utilisent KNX d'office, ce protocole qui est repris de façon sans rajouter des boîtes, sans rajouter d'autres types de carbone, si vous voulez, respectivement. Les parts de marché, quand même, montrent que dans le monde, plus de 60% est fait en BACnet, et en Europe, pratiquement plus de 60% c'est fait de KNX. Donc, cela veut dire qu'au point de vue industriel, ce que je viens de dire, c'est suivi. Mais, il y a un mais. Donc il y a toujours, quand on fait des rénovations énergétiques, on rajoute sans vouloir des carbone pour rattraper tout l'historique des autres bâtiments qui ne sont pas compatibles par conception, etc. Donc j'ai quand même quelques informations de dernière minute. Vous avez saisi tout ça, ça a été fait pendant le Covid, donc je ne sais pas au point de vue, comment je vais dire, public, les informations ont passé. Donc, la directive européenne demande aussi, en dehors de BACS, c'est régulation de la température pièce par pièce et calorifugage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire exactement ce que je disais auparavant. Il faut faire 19 degrés dans toutes les pièces. Pour ça, il faut mettre des équipements. C'est ça ce qu'il dit, la première chose. Et ensuite, il faut faire attention. Cela veut dire, dans la pièce qu'on met, ce n'est pas la même température. Pensez à la maison, entre chambre à coucher, cuisine, etc. Il faut faire la séparation, tout ça. Calorifugage, c'est autre chose. C'est éviter des pertes d'énergie dues au tuyau, par exemple, si je parle de l'eau ou de l'air. L'électricité, on perd moins, quoique on perd un peu, mais ce n'est pas ça le sujet. Ça veut dire que dans tous les bâtiments en séjour, il faut un gain énergétique qui peut être fait juste par l'isolation de tous les tuyaux et tous les autres gains. C'est un autre type des actions qu'il faut faire. Voilà ce que ça veut dire, ce décret qui a été issu. Et on est maintenant en discussion avec toutes les instances publiques du gouvernement. Si tout ça se fait à terme, il faut inspecter ce qu'on a fait, comme pour toutes les autres choses. Hein, et que pour la RE 2020, il y a aussi le tertiaire à venir et il y a aussi l'inclusion de tout ce qui est décret BACS qui vient de sortir, qui n'est pas dans les moteurs de calcul. Tout ça, c'est un travail et vous voyez, si vous voulez, que dans les dernières 5 années, on était pas mal occupé de tout ça depuis 2018. Et j'ai fini, j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec autant de choses. Bon, la plus compliquée, c'est la première. Alors, juste, vous avez parlé d'obligation. On sait très bien que l'obligation de résultat, et on peut se voter tous les décrets qu'on veut. S'il n'y a pas une contrainte ou un contrôle a posteriori, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est prévu? Vous avez dit un mot à la fin sur le contrôle, mais comment on va mesurer que tous ces travaux sont bien réalisés et qu'est-ce qui se passe si on ne les réalise pas, quoi? Je ne connais pas la police du bâtiment. Vous vous souvenez la fameuse phrase en français, mais qu'est-ce qu'elle fait la police? On n'a pas trop de police là-dedans. Néanmoins, ce que je peux constater, pour vous répondre, rien à ce jour, en dehors des termes réglementaires. Si vous ne faites pas ça, vous allez... ce que je peux vous dire, c'est que DGCRF augmente par 10, multiplie par 10 les contrôles, qu'ils embauchent à pas en finir des contrôleurs parce que le sujet il est toujours pareil. Le neutre qui fait et qui est formé pour qui. On n'aurait pas fait l'alliance BACS de réunir toute la filière pour assurer au moins que l'information et la mise en œuvre est conforme, mais c'est pas pour savoir maintenant que c'est fait et c'est pas fait. Si dans le cahier des charges n'est pas mis, il va mettre réglementaire, mettez classe B par exemple.
Ça ne suffit pas, mais bon, ok, c'est déjà le début. Derrière, pour les fiches C2E, au moins, il y a un contrôle. Cela veut dire qu'on ne donne pas les financements publics si la preuve n'est pas faite. Mais c'est un contrôle, si vous voulez, pour de l'argent, pas un contrôle d'exactitude. Je ne connais pas aucun procès ou aucun, comment je vais dire, en dehors des blabla, des choses. Donc, je peux vous dire que je suis désolé, et dans toutes les réunions que j'ai fait avec des gens comme ça, j'arrête pas de dire que dans les 3 phases du bâtiment, qui est la plus grande gain de qualité dans les bâtiments, ce qui a été conçu, qui a été mis en œuvre et comment c'est utilisé, bah, aujourd'hui, il n'y a que 60% de recouvrement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir voir tous les plans d'architecte, si c'est mis là-dedans, tous les plans d'installation, si c'est mis là-dedans, et tous les plans d'utilisation, si c'est mis là-dedans. Trop complexe. Oui, malheureusement, même si c'est prévu par la loi, les sanctions ne tombent pas aussi évidentes que ça. Et c'est dû au manque des contrôleurs. Mais toujours on met des ressources quelque part pour faire quelque part, pour être vertueux. Je ne rentre pas dans d'autres considérations philosophiques, mais être vertueux, c'est un argument commercial aujourd'hui. Hein. Vous comprenez bel et bien ce que je veux dire. J'applique, je suis éco, ok, bon, je suis bio, je ne sais pas quoi encore. Non, je ne connais pas des sanctions qui ont été faites. Mais néanmoins, première contrainte qui vient, maintenant j'ai fait à l'envers, ça c'est récent, les prix d'énergie. Tout le monde commence à faire attention. La santé de sa famille, tout le monde commence à faire attention. Et à plus, même si c'est aujourd'hui, à plus long terme, qu'est-ce que va devenir mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc ça, ce sont des contraintes qui sont de nous-mêmes. Une des phrases que vous avez vues, c'était le comportement humain, comme étant la dernière des façons de faire. On a fait premièrement les murs et tout ça, ah, c'est l'enveloppe. On a fait des équipements qui ont un rendement beaucoup plus clair, c'est très bien. Maintenant, on a phase, c'est les décennies de tout ce qui est contrôle, gestion, etc. La quatrième, c'est nous-mêmes. Si avec tout ça, on ne fait pas ce qu'il faut, il va falloir penser à notre avenir, pas à nous. Je regarde, j'ai un certain âge, vous aussi, mais les enfants, petits-enfants et les générations qui vous tirent, déjà commencent à ressentir ce que ça a été fait. Ça, c'est une contrainte. Plus le portefeuille maintenant, parce que vous voyez tellement de sociétés, des choses qui ne peuvent plus se permettre les... Bon, c'est un peu politique de répondre comme ça. Ce qui est plus juste, je pense, c'est le comportement humain vis-à-vis des transmissions vers notre propre famille, pas seulement le portefeuille. Oui. Vous avez abordé l'aspect KNX au niveau tertiaire. Oui. Qu'en est-il de l'apport de KNX dans l'habitat et l'abaissement, oui, ok. les bailleurs sociaux, dans le parc locatif logement? Oui. Pourquoi KNX n'est pas autant développé alors qu'il y a un besoin cruel de... C'est juste ce que vous dites, et j'ai pensé que j'ai dit, sinon je m'excuse. L'abaissement des seuils de 290 sur 70, ça fait baisser dans tout ce que vous venez de dire. Donc, ils n'étaient pas concernés avant. Et de nouveau, si vous voulez, la réglementation, elle est aussi décalée. On a fait pour tout ce qui est résidentiel, entre guillemets, et on a affaire pour les tertiaires. C'est à l'envers. Mais en tertiaire, on rentre par l'autre partie. Je peux juste constater, et je regrette même cette séparation résidentielle. Technologie est unique. Nous travaillons tous dans une maison, pardon, nous habitons tous dans une maison, dans un endroit, que c'est collectif ou que c'est individuel, hein, et on va tous au bureau et autre chose. Donc, notre vie est dans les deux types. Donc, petit à petit, cette réglementation va faire que les solutions sont faites. Donc, vous avez raison. Une des choses que nous allons faire avec l'Alliance BAC, c'est justement de s'adresser à ces types d'acteurs qui aujourd'hui ne se sont pas aussi sensibles et respectivement. Ça, on vient avec la technologie
et KNX fait de très loin son boulot, c'est très clair. Mais les acteurs qui décident et autre chose, c'est autre type d'action qu'il faut faire. KNX France fait toute sa prescription, les collèges intégrateurs, ça vient d'être rappelé, tout ça. Mais juste par la technologie, sans faire le lien entre les financements, entre les obligations, un peu moins le pouvoir de persuasion. Il y a un travail comment dirais-je, de sensibilisation Oui. Auprès des bailleurs sociaux. Moi, je viens de l'Île-de-France. Et en Île-de-France, le parc locatif est un des plus importants de France. Bon, je vais pas... 40%. Voilà. Et je trouve que, ayant fait du bâtiment, je trouve que les bailleurs sociaux ne sont pas encore... vont être de plus en plus sensibles puisque le réchauffement climatique, on le voit plus, on le subit de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a un travail en amont au niveau de la prescription et de faire en sorte que les bailleurs... Étant pratiquement bientôt 40 ans dans ce métier, l'effort nécessaire a été fait, mais ils ont été les premiers à dire foutez-moi, excusez-moi, je suis un peu direct, foutez-moi en l'air tous ces robinets thermostatiques, vos boutons et tout ça, zéro. Ça ne coûte pas grand-chose. Voilà, si vous voulez, quelque part, ce métier, c'est un peu David contre Goliath. Cela veut dire que pour une chaudière, je dépense 1000, pour un truc, je dépense 100, 1 à 10, voire plus. Donc, les bailleurs sociaux et d'autres vont regarder dans les balances économiques et combien ça coûte, pas les bien-être, pas tout ce qu'on vient de parler, c'est la contrainte qui va faire que, mais combien de fois j'ai pas entendu, foutez-moi en l'air tous ces conneries, je ne veux pas. Donc, ça n'empêche qui est sorti par la porte rentre par la fenêtre. Hein, donc, jusqu'à quand la bonification? J'hésite à répondre entre une chose factuelle et ce qui c'est en discussion. Factuel de 2025, mais quand vous regardez les plans de déploiement respectifs, pratiquement tout ce que je viens de vous dire, je vois mal de ne pas être fait jusqu'à 2030. Les décrets et autre chose, c'est 2028. Si vous regardez, bah, voyons voir ensemble ce que je viens de dire. Le doublement de la bonification. Ah, le doublement de la bonification, c'est pour une année. Mais il n'y en a pas de choses à dire. Quand vous regardez ce qui vient d'être fait, les discussions se portent maintenant pour 2025, voire jusqu'à 2027. Jamais on arrivera à faire. En 2 ans, on rattrapera le retard. Bien sûr. Le rouge, c'est la partie... Sa partie 70. Jamais on... Non, non, bien sûr. Voilà pourquoi ma réponse, c'est à la fois factuel, ce qui est dans les textes aujourd'hui, mais aussi dans les textes aujourd'hui sont mis toutes ces années. Donc cela veut dire que bah, il va falloir continuer à faire. D'autant plus que les projets sont étudiés en amont de... Bon, je n'ai pas lu toutes les phrases ici. Hein. Les phrases, il dit qu'il va falloir que les dossiers sont déposés pour qu'ensuite c'est payé. Et ok, voilà pourquoi j'ai du mal à répondre factuellement. Donc, c'est 2024. Le sujet maintenant s'est mis pour 2025. Macron dit non, je veux beaucoup plus. Donc, 2027. Et moi, j'ai dit, il faut que je regarde tout ça, c'est 2030. Je vois mal comment on peut faire ça avant 2030. C'est comme les déclarations des propriétés, si vous voulez. Hein. On n'y arrive pas. Donc, on ne va pas y arriver. Comment la France se situe au niveau du développement KNX par rapport à d'autres pays européens? J'ai cru comprendre, par exemple, qu'en Allemagne, KNX était... très utilisé. Je ne pense pas que le sujet se pose dans les termes que vous venez de dire. L'aperçu, vous avez raison. Maintenant, au point de vue historique, je n'ai pas mis, on a 2 branches, 3 même, qui font KNX, 3 types de marchés. C'est Batibus en France, qui donne tout l'aspect systémique de KNX, les EIB Instabus, qui est en Allemagne, et qui était la plus forte, la plus développée, je vais dire, parce que Batibus était dans les bâtiments.
bâti, bus. Hein. En Allemagne, c'est tout corps d'État, inclus électricité d'autres types que dans les bâtiments. Donc il faut prendre qu'une partie pour comparer une partie respective. Et le troisième, c'est les produits blanches, comme on dit, hein, la vaisselle, etc. Voilà les HBS. Voilà les trois branches qui forment KNX et un type de marché. Quand on dit KNX, maintenant on regroupe le tout et ça nous donne une Allemagne beaucoup plus forte, le deuxième France, etc. Mais en type de bâtiment tel que moi je m'exprime, c'est comparable, c'est autre chose. Mais néanmoins, tel que je viens vous dire, bah, on atteint quand même 60% sur tous ces marchés en Europe. Et en Allemagne, il y a quelque chose de plus qui n'est pas en France. Il n'y a pas la réglementation et eux, ils sont en retard avec ce type de réglementation dans la, comment je vais dire, dans la directive de 2010. Ils n'ont pas fait le pas. Voilà pourquoi je montre ce type de choses pour réfléchir de comment on voit tous les autres messages, de les mettre dans les contextes. L'écho que j'ai de KNX, de ce que je peux entendre, on me dit c'est bien, c'est technologiquement, c'est super, mais le prix est prohibitif par rapport à l'utilisation. Moi, j'ai mon avis, et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entends. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'amortissement de... L'amortissement, je ne pense pas que c'est le terme qu'il faut utiliser. Amortissement, je comprends combien d'années ce que j'ai investi, j'ai gagné. Oui. OK. Maintenant, autant qu'on n'a pas mesuré l'énergie, je peux vous répondre, il est possible que la solution KNX est chère vis-à-vis des autres. Mais ça paye ni plus ni moins la durée et tout l'investissement qui pourrait être fait de tout ce que j'ai dit auparavant et tous les, comment je vais dire, certitude, non, ce n'est pas le bon mot, la consistance de la solution, la pérennité de la solution. Maintenant, quand vous rajoutez tout ce qui fait autour vis-à-vis de la santé, donc d'autres indicateurs tels que je viens de vous dire, je ne pense plus qu'on puisse parler notamment de l'amortissement. KNX est beaucoup plus vite que tous les autres qui ne font pas tout ce que je viens de dire, qui n'est pas dans la réglementation, qui n'est pas dans les décrets BAX. Je peux vous dire que tous les autres fiches qui sont faites, ces deux, pour ne pas parler des autres aides, ma Privrenov, non, je ne le sens pas de même manière que vous le présentez. Il y a maintenant ce que vous venez de dire. Il y a toute une frange, et notamment dans les collectivités locales, que tout récemment, et quand je dis récemment, c'est une année, 2 années, qui vont venir tout ce que je viens de vous présenter, ils se disent, mais mince, comment je vais faire? Je ne sais même pas combien je consomme par mes bâtiments. Comment je vais faire d'en mettre au opérate les décrets tertiaires? Parce que ça, bon, BAX, bah, c'est bien, mais je m'en fous. Tertiaire, c'est autre chose. Hein. Cela veut dire que je dois prendre connaissance de ce que je consomme. Ce n'est pas encore fait et je sens que ça va être encore une année de plus qui va être accordée pour les mêmes raisons. Hein. On a tellement de retard à faire que non. Un café fera du bien aux discussions avec les collègues.